Alors ce soir, on est très, très heureux d'avoir parmi nous Madame Rosemary Charret, que plusieurs d'entre vous devez d'ailleurs déjà connaître par ses multiples apparitions à la télévision, dans les journaux et aussi dans les émissions de radio. C'est une psychologue clinicienne qui exerce la psychothérapie individuelle et en couple, en plus d'offrir plusieurs conférences à des organismes et aux entreprises. C'est la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec depuis 1998 déjà. Et elle fait, je pense que le travail qu'elle fait de vulgarisation et d'accessibilité à la psychologie et à la santé mentale est tout à fait en lien avec les activités qu'on a ici. Et c'est pour ça qu'on l'a invitée ce soir. On est très honorés de l'avoir avec nous. Merci beaucoup d'être là. À vous la parole. Merci beaucoup. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir de venir présenter cette conférence sur la solitude. Parce que moi, quand je donne une conférence, il y a plusieurs moments agréables. Celui de la préparer en est un. Et celui de la préparer, c'est un moment de réflexion. Alors, vous pouvez imaginer que si je prépare une conférence, je ne suis pas avec un groupe de personnes, je ne suis pas en train de jaser avec quelqu'un, je suis en train de préparer ma conférence. Je suis seule avec moi-même, avec mon papier, avec mon crayon, parce que moi, j'écris encore des fois avec un crayon, ça m'arrive, et je suis heureuse. Et pendant que je préparais cette conférence-là, je me disais, c'est justement de ça dont je veux leur parler. Que la solitude peut être souffrante, mais que la solitude aussi peut être heureuse et qu'elle est même nécessaire. La plus belle image que j'aurais, c'est qu'il en va de la solitude comme du cholestérol. Si vous allez chez votre médecin, il va vous dire il y a du bon et du mauvais cholestérol. Bien, la solitude, c'est ça. Il y a de la bonne et de la mauvaise solitude. L'être humain a besoin des autres. On est une espèce dépendante. Vous savez, le petit chat, le petit chien, ça ne prend pas grand temps avant qu'ils se nourrissent tout seuls. Le petit de l'humain, avant qu'il se fasse un sandwich tout seul, c'est long. Et donc, on a une dépendance physique avant qu'on soit capable d'être autonome physiquement. Et bien sûr, ça a un impact psychologique. Il y a un auteur, d'ailleurs, qui a intitulé un magnifique livre, dont le titre, c'est « La naissance psychologique de l'être humain ». L'être humain, ce n'est pas parce qu'il est venu au monde physiquement qu'il est venu au monde psychologiquement. Parce que quand on vient au monde physiquement, on est en fusion. On a l'impression que tout le monde est nous et qu'on est tout le monde. Puis un jour, on prend une distance. Puis un jour, on se dit, « Hey, elle, là, c'est quelqu'un d'autre. Et moi, je suis quelqu'un d'autre. » Et donc, on est capable, à ce moment-là, d'avoir des relations avec les autres. Parce qu'on est capable de distance. Ça me permet de vous dire que autant on a besoin d'une relation pour être capable d'être seul éventuellement, autant on a besoin d'être seul pour avoir des relations de qualité. Ça va être, j'espère, l'essence du propos que je vais réussir à vous transmettre ce soir. Il y a toute une différence entre la solitude et l'isolement. On peut être isolé parce qu'on est tout seul sur une île, parce qu'on travaille dans le Nord, puis on est tout seul, puis on n'a pas de famille. Puis, on peut être isolé parce que là, dans une période de notre vie, à un moment donné, on n'a pas de réseau autour de nous. Mais la solitude, ça peut être une solitude qui a un élément de réalité, mais pas nécessairement. Il y en a peut-être parmi vous ce soir qui se sentent très seuls. Moi, là, si vous vous mettez tous à jaser ensemble puis que je continue à donner ma conférence, je vais me sentir très seule. Vous pouvez être dans un souper de famille, vous pouvez être dans un groupe d'amis, vous pouvez être dans une équipe de travail, puis être ou bien en train de parler de quelque chose, puis où on ne vous écoute pas, où on ne vous comprend pas, et vous pouvez avoir un profond sentiment de solitude. Vous pouvez être en couple
Il y a toute cette idéalisation du couple, que les gens qui sont en couple, eux autres, ils ne connaissent pas ça, la solitude. C'est faux. On peut être en couple et avoir des grands moments de solitude aussi. Parce que l'inverse de la solitude, c'est la communication. Puis la communication n'est pas toujours possible dans toutes les relations, même dans les relations où on s'aime beaucoup. Toutefois, il reste que même, il faut d'abord être en relation avec d'autres pour être capable de ressentir à un moment donné que les autres nous manquent. Quelqu'un qui n'a aucune relation a un sentiment de vide, mais il n'y a personne qui lui manque. Et que quelqu'un nous manque, c'est une bonne nouvelle. Quelqu'un me manque, mais je suis habitée par quelqu'un. Vous savez que la meilleure façon de faire le deuil de quelqu'un, et quand je parle de faire le deuil, je ne parle pas juste de faire le deuil d'une personne parce qu'elle est décédée. Bien sûr, il y a ça aussi. Mais faire le deuil d'une relation, une rupture amoureuse, des enfants qui sont partis de la maison, un travail qu'on a quitté, un groupe d'amis qui s'est éloigné. Faire le deuil, c'est surtout pas essayer de se convaincre qu'on n'a rien perdu. C'est une chose que je trouve très, très triste dans les ruptures amoureuses, quand les gens tiennent des propos comme « j'ai perdu mon temps avec cette personne-là », puis là, leur meilleur ami qui dit « ah, t'as rien perdu, c'était pas un gars pour toi ou c'était pas une femme pour toi ». Faire le deuil, c'est contenir à l'intérieur de soi les bons souvenirs. Qu'est-ce qu'on a vécu de bon dans cette relation-là? Gardez ça. J'ai aimé, j'ai été aimé. J'ai énormément de peine que l'autre ne soit plus là parce qu'il est décédé, parce qu'il y a eu rupture. Ça n'empêche pas le droit d'avoir de la peine. Mais cette solitude-là peut être habitée. Habitée des souvenirs, habitée aussi de toute une pensée. La solitude peut s'habiter. Pour être en relation, il faut être capable d'être seul. Bon, une relation, c'est toujours la création d'un troisième territoire. Ce n'est pas juste vrai dans le couple, c'est vrai partout. Si j'entre en relation avec quelqu'un, puis que je ne suis pas en fusion avec cette personne-là, c'est-à-dire je considère qu'elle, c'est une personne, que moi, je suis une personne, puis entre nous deux, on va créer un territoire commun, des intérêts communs, un langage commun, des sentiments communs. On va créer un troisième territoire. Mais pour que ce troisième territoire-là existe, il faut les deux autres. Parce que si vous essayez de créer une relation avec quelqu'un, puis que comme disent plusieurs mauvaises chansons d'amour, c'est-à-dire ça peut être des bonnes chansons d'amour, mais c'est des mauvais messages psychologiques, je ne suis rien sans toi, puis je mourrais si tu n'étais pas là. D'abord, l'autre va s'en aller si vous dites ça. Fait que dites-les pas, c'est juste dans les chansons que, bon. Parce que dans une relation, on a aussi besoin de continuer à respirer. On a aussi besoin de continuer à être. Et on a aussi besoin d'avoir devant soi quelqu'un qui nous intéresse. Pour que l'autre avec qui je suis en relation soit intéressant, il faut que cette personne-là vive quelque chose en dehors de moi. Si toute sa vie dépend du fait que je la regarde, je finis par plus trouver trop d'intérêt. Donc, l'essence même d'une relation, c'est la capacité pour chacun d'être en dehors de la relation. La capacité pour chacun de se retrouver seul. Mais, à l'inverse, la capacité d'être seul, qu'est-ce qui fait qu'on est capable d'être seul sans en souffrir? Ça dépend de la qualité des relations. On est vraiment, si un enfant qui a été abandonné, qui n'a pas eu l'occasion de développer un attachement avec une personne, ou qui a eu vraiment des ruptures d'attachement significatives à répétition, cet enfant-là va grandir avec une hantise de la solitude. Parce que la solitude est équivalente à abandon.
La solitude est une situation traumatisante quand on est trop jeune pour la vivre. La solitude, c'est une situation traumatisante quand on n'a pas en tête que l'autre va revenir ou qu'il y a eu un autre. Parce que dans notre développement, ce qui se passe, c'est que, pour simplifier les choses, il y a du monde autour de nous, on est tout petit, ils nous aiment, ils ont l'air de nous aimer en tout cas, puis à un moment donné, on finit par dire « il m'aime, elle m'aime, je suis aimable et donc je peux me retrouver seule et être quelqu'un qui a de la valeur, même si l'autre n'est plus là. » Mais il faut ces étapes-là. Il faut que le regard que l'autre a porté sur moi a été suffisamment intéressant, suffisamment chaleureux pour que quand l'autre n'est plus là, qu'il y ait de la chaleur à l'intérieur de moi aussi. Moi, je m'inquiète un peu du mode d'éducation actuel de nos enfants parce que on a maintenant moins d'enfants, on leur accorde plus d'attention, on est beaucoup plus préoccupé qu'on était auparavant par plusieurs choses, et tant mieux. Tant mieux, là, continuons à nous informer comme parents, comme grands-parents, pour donner le meilleur aux enfants. Mais peut-être qu'on serait rendu à une étape de faire un peu plus confiance à ce qui se passe en eux. Peut-être qu'on pourrait laisser un moment de vide dans leur samedi après-midi sans qu'ils soient tellement cédulés. Parce que les gens déclarent ça, ils disent les enfants sont tellement cédulés qu'ils deviennent stressés, anxieux, fatigués. Oui, ça peut arriver, mais ça peut aussi arriver que ce soit des enfants qui ne savent pas comment habiter leur monde intérieur. Pour apprendre à habiter son monde intérieur, il faut, à un moment donné, cesser d'être stimulé de l'extérieur, cesser d'être interpellé tout le temps. Et ça s'apprend. Je regarde dans la salle et je trouve ça beau parce qu'il y a plusieurs groupes d'âge dans la salle, mais il y a des gens qui sont à peu près de ma génération. Vous devez, comme moi, avoir vécu l'époque où le samedi matin, votre mère disait « Va jouer dehors, tu reviendras pour dîner. » Tu sais? Il n'y a pas trop de stress à savoir si à 11h15, on allait encore être occupé, puis tout ça. Ça a tout l'air que ça a quand même permis qu'on se développe, puis tout ça. Et loin de moi l'idée de dire qu'on ne stimule pas les enfants au niveau sportif, au niveau artistique, mais l'idée selon laquelle un enfant et un adulte, mais l'adulte, c'est un ancien enfant, ça. C'est un enfant qui a appris quelque chose puis qui est devenu grand, que lui arrive à construire quelque chose d'intéressant, s'intéresser par lui-même à quelque chose et aller jusqu'à s'intéresser à juste ce qui est en train de se passer en lui en ce moment. Être à rien faire puis penser, ça peut être le fun. Aller faire une marche tout seul, se laisser inspirer par qui on rencontre, ce qu'on voit, la nature et tout ça, c'est pas nécessairement quelque chose de malheureux. Ce l'est si, par nos expériences passées, on a vécu un tel vide, un tel rejet, que la solitude est associée à ça. Si on n'est pas capable d'être seul, généralement, ce que ça entraîne comme type de relation, c'est qu'on va être très, très proche des autres. Puis quand ça ne fera plus, on va être en rupture. Parce que tu es tellement proche que tu es facilement blessé. Hein, si j'ai absolument besoin de quelqu'un 24 heures par jour, 7 jours par semaine, cette personne-là va nécessairement me décevoir. Parce qu'il n'y a personne qui peut répondre à tous mes besoins. Il n'y a personne qui peut être agréable tout le temps pour moi. Et si je ne suis pas capable de juste prendre une distance quand l'autre est de mauvaise humeur, juste accepter que l'autre est de mauvaise humeur, ça ne veut pas dire qu'il me rejette ou des choses comme ça, bien, à un moment donné, ça va être tellement souffrant d'être près de l'autre que je vais devoir rompre parce que c'est le seul équilibre qui est trouvé. On voit la solitude et la relation, ce sont des dynamiques.
Il n'y a pas un état spécifique comme ça d'une personne qui, elle, n'est pas chanceuse, c'est pas de sa faute, elle y est pour rien, mais elle se retrouve toujours tout seule. C'est probablement pas de sa faute, mais quelque chose qui nous arrive toujours, en général, on y est pour quelque chose. Si vous êtes malchanceux dans quelque chose, là, prenons une relation amoureuse. Vous êtes bien malchanceuse, ça fait 3 fois que vous tombez amoureuse de quelqu'un qui n'est pas disponible, ou de quelqu'un qui vit dans une autre ville, ou de quelqu'un qui n'est pas intéressé à vous. Moi, je regarderais le dénominateur commun entre les 3 situations. Il y avait 3 partenaires, mais il y avait un dénominateur commun, puis c'était vous. Et je ne dis pas ça pour culpabiliser personne. Mais la pire des choses, c'est de tomber dans un sentiment d'impuissance, de dire « Ah, moi, j'y peux rien, je suis tellement malchanceuse. » Ou quelqu'un qui n'arrive pas à se faire d'amis, puis qui dit « Ben, moi, les gens ne sont pas gentils avec moi. » Mais il faut se poser cette question, qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas gentils avec moi? Est-ce qu'il se pourrait que quand j'approche quelqu'un, je me dise, lui, il est mieux d'être gentil. Parce que moi, d'habitude, le monde n'est pas gentil avec moi. Puis là, lui, je l'approche, puis il est mieux d'être gentil. Ça se pourrait que faisant cela, mon comportement non verbal et mon attitude fassent en sorte que l'autre n'a pas envie d'être gentil avec moi. On y est pour quelque chose dans toute la dynamique relationnelle. Quelqu'un qui n'est pas capable d'être seul peut développer, à l'extrême, là, peut développer une dépendance relationnelle. Et là, je veux vous dire quelques mots de ça parce qu'il y a une expression qui est surutilisée, selon moi, qui est la dépendance affective. Là, vous êtes en couple avec quelqu'un, puis vous lui demandez si dans 3 jours, vous pouvez vous voir, puis il dit « Ah ben là, je pense que tu souffres de dépendance affective, je pense qu'il y a tort. » Bon, on a le droit quand même, quand on aime quelqu'un, d'essayer de savoir si on va se revoir un jour, puis de planifier la fin de semaine. Avoir envie de voir quelqu'un qu'on aime, c'est pas de la dépendance. La dépendance, c'est quand on est dans une relation et qu'on a tellement besoin de cette relation-là que même si elle nous détruit, on y reste. Là, on est dans une dépendance. On voit ça le plus souvent dans des relations amoureuses, mais ça peut aussi arriver dans d'autres types de relations. Il y a certaines dynamiques familiales qui sont des dynamiques de dépendance. On dirait que les gens vont systématiquement se mettre la main sur le poêle brûlant. Dans les relations amoureuses, on voit aussi des gens qui se remettent constamment, soit dans le même type de relation, ou soit retournent toujours à la même relation, mais dans une relation qui leur fait mal. Ceci dit, l'amour, ce n'est pas un nuage blanc tout le temps, ce n'est pas parce qu'on a eu mal une fois que la relation est destructrice. Mais si une relation en vient à un point où on n'a plus d'estime de soi, la relation même fait en sorte qu'on ne s'estime plus, et que parce qu'on ne s'estime plus, bien, on a de plus en plus besoin du regard de l'autre. Parce que si on n'a pas d'estime de nous-mêmes, là, se retrouver tout seul, c'est effrayant. Il faut avoir de l'estime de soi pour se retrouver seul, puis avoir un sentiment de bien-être. Et très souvent, l'autre est recherché comme une façon de nous confirmer qu'on existe, de nous confirmer qu'on est une bonne personne. Si on est vraiment dépendant de l'autre, dépendant des autres, la solitude va être accompagnée d'un sentiment de vide. Et ça, c'est assez effrayant. Il n'y a personne qui veut ressentir le vide. On veut tous se sentir assez quand même habités, puis bon. Mais ça, c'est possible. Ça tombe bien parce qu'on est capable de combler ce vide-là. On est capable même de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de vide. C'est sûr que
si on a eu des expériences passées traumatisantes au plan relationnel, si on a vécu des rejets quand on était en bas âge, si on a vécu des abandons, ça va être plus difficile de combler ce vide-là. Si on a eu dans son environnement, même récemment, des personnes qu'on dit maintenant être des personnes toxiques, hein, parce que parfois, si vous êtes avec un manipulateur ou un séducteur, ça se pourrait que vous tombiez dans certains pièges et que vous retombiez dans certains pièges et que vous retombiez dans les mêmes pièges avec la même personne. Ça peut arriver aussi. Donc, ça se pourrait que ce ne soit pas des événements très passés, mais des événements récents qui fassent en sorte que quand vous vous retrouvez tout seul, vous êtes ébranlé. D'ailleurs, ce qui est extrêmement important pour sortir de la solitude, c'est de ne pas compter sur une personne, mais sur un réseau. Si on n'a qu'une personne dans notre vie, le risque qu'elle nous déçoive est extrêmement élevé. Maintenant, pour avoir plusieurs personnes, il ne faut pas juste attendre que ça arrive. Il faut aussi créer ces relations-là. Et vous savez, la meilleure chose pour sortir de la solitude, c'est de passer à l'action. Et ça, il y a 2 choses que je dirais par rapport à ça. Passer à l'action dans une activité où il y a d'autres mondes, que ce soit du bénévolat, du sport, une activité artistique ou quoi que ce soit, pendant que vous allez faire quelque chose que vous aimez, vous allez être dans le meilleur de vous-même. Quand on est en train de faire quelque chose qu'on aime, on est beau et on est fin, n'est-ce pas? C'est quand on fait quoi qu'on haït, qu'on est de mauvaise humeur, puis que les autres disent « ben tu t'en entelles ». Mais tu sais, quand tu es en train de t'émerveiller, puis qu'en plus, l'autre à côté, il aime la même chose. C'est assez puissant pour créer des liens. D'autant que, autant on a envie d'être en relation, autant on peut avoir peur d'être en relation. Toutes sortes de relations d'ailleurs. Et si on est en train de faire quelque chose avec l'autre, disons que vous organisez un souper de Noël, ou une activité quelconque, puis vous faites des sandwichs, une gang de monde ensemble. Le fait de faire ça ensemble va faire en sorte que vous allez jaser de choses et d'autres, va faire en sorte que vous allez avoir un sentiment de lien. Vous oblige pas à être face à face, à avoir une conversation sur un thème. Il n'y a pas de cadre trop rigide. Ça va vous laisser plus libre et vous allez vous déployer de façon plus naturelle. C'est un élément extrêmement important que d'être capable de passer à l'action avec d'autres pour rencontrer d'autres qui ont les mêmes intérêts. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui est essentiel dans le fait de passer à l'action, c'est que l'estime de soi, là, ça ne vient pas devant le miroir. En tout cas, peut-être certaines personnes, rarement, les jeunes, là, derrière, mais ça ne dure pas longtemps d'habitude, puis ils sont plus critiques encore. L'estime de soi, ce n'est pas la liste de nos qualités et de nos défauts. L'estime de soi, c'est un sentiment qu'on a de réaliser quelque chose, de faire quelque chose, d'être efficace. Une fois qu'on a réalisé quelque chose, puis ce quelque chose-là n'a pas besoin d'être très, très grand. Là, hein? Ça peut être le ménage d'un tiroir. Hein? Une fois qu'on a fait ça, déjà, on a une petite confiance qu'on est capable de faire quelque chose. Il se pourrait bien qu'on entreprenne un plus grand projet parce qu'on se fait confiance. Donc, l'action est ce qui va amener à sortir de la mauvaise solitude, mais aussi à habiter la bonne solitude, pour reprendre mon image de bon et de mauvais cholestérol. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont plus de difficultés que d'autres? Vous savez, la principale, moi, ça fait un peu plus de 30 ans que je pratique la psychologie clinique, puis la principale cause de souffrance, je dirais, des gens,
c'est la peur de ce que les autres vont penser d'eux, dans toutes sortes de relations. Alors, vous allez vers des gens, puis vous vous sentez comme si vous allez passer un examen. Ça peut faire en sorte que vous ne soyez pas à l'aise avec l'autre. Ça peut faire en sorte que l'autre n'ait pas accès au meilleur de vous-même. Ça peut faire en sorte que vous ne passiez pas un bon moment. Et si vous ne passez pas un bon moment, bien, vous n'aurez pas envie de revoir l'autre, puis il n'aura pas envie de vous revoir. La clé, et c'est peut-être ça la racine de vraiment être bien avec les autres, c'est de s'intéresser à l'autre. Je ne m'en vais pas passer un examen, je m'en vais voir c'est qui cette personne-là. Moi, je peux vous dire que j'ai connu, du monde dans la vie, mais aussi comme clinicienne, j'ai connu beaucoup de gens de l'intérieur. Hein, les gens nous font des confidences. En 30 ans, j'ai vu beaucoup de patients. J'en ai jamais vu 2 qui avaient la même histoire. C'est pas mal plus intéressant qu'à peu près n'importe quel roman que vous allez trouver à la librairie. Si vous vous intéressez à une autre personne, vous allez voir comment vous allez passer un bon moment. Et en plus, en bonus, elle va vous trouver intéressant. Parce que quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui s'intéresse à nous, on le trouve sympathique. On a envie de s'ouvrir, on lui fait... Et en plus, la confiance, ça a quelque chose de contagieux. Hein, si on s'intéresse à quelqu'un et que cette personne-là s'ouvre, bien, ça va nous amener peut-être à nous ouvrir davantage et on va probablement arriver à créer ce que j'appelais tout à l'heure le 3e territoire. Et après un moment comme celui-là, quand vous retournez chez vous, il y a peu de chances que vous soyez malheureux d'être seul. Parce que vous allez sentir qu'il y a une partie de vous qui a vibré, que cette partie-là est capable de vibrer encore, que vous êtes capable d'entrer en relation, que vous pouvez être intéressant pour quelqu'un et qu'il y a du monde intéressant dans la vie. Puis il y en a du monde intéressant dans la vie. Chaque vie humaine a quelque chose de passionnant. La capacité de se mettre à la place de l'autre, l'empathie, c'est aussi quelque chose qui va faire en sorte que le contact va être plus intéressant et que la relation va se créer. Évidemment, si on établit un contact avec quelqu'un, puis qu'on est là pour lui démontrer qui on est, puis qu'on n'est pas à l'écoute de l'autre, bien, 1, c'est pas intéressant pour soi, puis 2, c'est pas intéressant pour l'autre aussi. Et vous savez, ce qui m'a le plus frappé, moi, dans ma pratique clinique, c'est une profonde injustice, mais contre laquelle on n'est pas complètement impuissant. L'injustice suivante, c'est que plus on a besoin d'amour, moins on risque d'en obtenir. Parce que si vous avez tellement besoin d'être aimé, puis que vous ne pensez qu'à ça, je veux absolument que tout le monde m'aime, ou je veux absolument que telle personne m'aime et m'aime beaucoup, c'est lourd à porter pour l'autre.